Conflit Tekeyaka, les autorités traditionnelles des deux tribus ont pris l'engagement de vivre ensemble à l'issue des concertations intercommunautaires initiées par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselot. À la centrale électorale, il n'est pas question de transiger sur l'enrôlement et l'identification des Congolais. 5 pays serviront des nations test pour les opérations électorales de 2023. Leadership des enseignantes et enseignants dans la transformation de l'éducation, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale des enseignants. Bienvenue à cette édition sur Télé 50. On ouvre ce journal avec les Jeux de la francophonie. Le Premier ministre, en sa qualité de superviseur et président de ce comité de pilotage, a procédé mardi à une visite d'inspection des différents sites où des infrastructures sont en cours de construction en vue d'abriter les 9e Jeux que la RDC s'apprête à organiser en juillet et août 2023. Il s'est fait accompagner des membres du gouvernement, dont le ministre des Sports. Le site de l'université de Kinshasa, celui du stade de Martyrs ainsi que du stade Tata Raphaël ont fait l'objet de la visite des membres du gouvernement conduit par Samalou Kondé. Faisant suite à sa réunion d'orientation avec les membres du comité de pilotage de la 9e édition des Jeux de la francophonie, la visite commence à l'étape de l'université de Kinshasa. C'est la visite de quelques infrastructures de la colline inspirée choisies pour être utilisées lors de ces Jeux de la francophonie. Il s'agit notamment du plateau des étudiants, en l'occurrence les Home 1 à 8, le complexe sportif, le Home Vatican ainsi que les Home 10, 20, 30, 80 et 150. Juste après l'université de Kinshasa, le cortège du chef du gouvernement s'est dirigé vers le stade Tata Raphaël où il s'est livré au même exercice de la visite des infrastructures en cours de réalisation. Ici, des terrains devant accueillir différents jeux sont en réhabilitation et en construction. Même chose au stade de Martyrs qui a été également visité par Samalou Kondé. Comme ça, nous pouvons nous mettre au diapason pour nous préparer à rencontrer cet événement parce qu'il est très cher pour notre pays, pour notre visibilité et nous voulons être prêts pour ce moment-là. Et donc aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il faut accompagner ces entrepreneurs, il faut faire un suivi régulier pour qu'on s'assure qu'à date, nous soyons prêts. En effectuant ces visites des infrastructures, le chef du gouvernement prouve à suffisance sa détermination de tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo gagne avec succès le pari d'avoir organisé pour la première fois les Jeux de la francophonie. Conflit Tekeyaka dans le Grand Bandundu, 22 assaillants présumés auteurs de meurtre des chefs coutumiers au village Bakusu et Fadiaka ont été arrêtés et transférés à Bandundu-Ville, au Kwilu. Ils seront bientôt déférés devant l'auditorat judiciaire, perdant l'autorité judiciaire pour répondre de leur acte. Entre-temps, autour de Daniel Asselot, les autorités traditionnelles de deux tribus ont pris l'engagement de vivre ensemble à l'issue des concertations intercommunautaires. Après 4 jours d'intenses travaux sur les pistes de solutions au conflit intercommunautaire Tekeyaka, initié par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, affaires coutumières Daniel Asselot, qui a réuni toutes les couches représentatives de l'espace Grand Bandundu, où plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celle du chef traditionnel qui a salué l'engagement de Daniel Asselot dans la recherche des solutions en vue d'une cohésion pacifique entre les deux peuples frères qui, depuis plusieurs décennies, vivent ensemble. L'appel au calme a été le mot d'or pour toutes les deux communautés engagées à sensibiliser les populations à privilégier la paix et sortir de leur brousse pour la tenue d'un dialogue pacifique intercommunautaire. L'autorité traditionnelle représentant les chefs traditionnels du Congo a insisté sur le vivre ensemble qui a caractérisé ces deux peuples depuis toujours. Mais suite à l'installation d'un faux chef coutumier Yaka par un Odon Kumbu, que les relations entre les deux communautés se sont dégradées. C'est ainsi qu'il a insisté sur la nécessité du vice-premier ministre Daniel Asselot à s'impliquer encore plus totalement dans cette affaire pour que la paix revienne dans cette partie du pays.
La lecture des résolutions issues de ces travaux a été faite par le secrétaire général aux affaires coutumières, qui a expliqué l'essence de la démarche menée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Affaires coutumières Daniel Asselo, qui a institué les commissions mixtes dans la recherche des solutions à ces conflits. Déjà après les concertations, les retombées commencent à se faire sentir. C'est l'arrestation d'une vingtaine de présumés assaillants qui semaient les troubles à Kwamouth et qui ont été présentés devant la justice dans le seul but de pouvoir dissuader les assaillants et de restaurer la paix dans cette partie du territoire national. Processus électoral en RDC, cette fois-ci, la CENI ne va pas transiger sur l'enrôlement et l'identification des Congolais vivant à l'étranger. Pour ce faire, 5 pays dont la France, l'Afrique du Sud, le Canada, la Belgique et les États-Unis d'Amérique serviront des pays tests pour les opérations électorales de 2023. C'est ce qui a justifié l'envoi des équipes de la CENI en mission de repérage dans ces pays pilotes. La Commission électorale nationale indépendante a prévu de faire participer des Congolais résidant à l'étranger au processus en cours. Pour ce projet pilote, 5 pays sont concernés. L'Afrique du Sud, la Belgique, la France, les Canada et les États-Unis d'Amérique. C'est dans ces cadres que la CENI a lancé des missions de repérage, des sites d'identification et d'enrôlement des électeurs dans des pays visés. La délégation de la CENI, conduite par le premier vice-président Bienvenu Ilanga Lembo, a été reçue lundi 3 octobre 2022 à Paris par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Madame Isabelle Machik Ruth Tchombe. En prévision de l'opération de la révision du fichier électoral concernant les Congolais résidant sur les sols français. La mission du premier vice-président de la CENI prévoyait notamment la tenue des cadres de concertation avec le compatriote. Dans le même temps, la délégation de la CENI conduite par le deuxième vice-président Didi Manara-Linga est dépêchée au Bruxelles dans le Royaume de Belgique. Une autre mission similaire s'est déroulée en Afrique du Sud, à la tête de laquelle s'est trouvé le rapporteur de la CENI, Madame Patricia Nteya Moulela, pour le repérage des sites d'enrôlement des Congolais résidant au pays de Nelson Mandela. Une autre mission conduite par la questeure adjointe, Madame Sylvie Birembano, au pays de l'oncle Sam. En rappel, la CENI envisage de procéder à l'enrôlement prévu au mois de décembre prochain des compatriotes résidant dans les 5 pays retenus pour cette consultation électorale de 2023. Et la République démocratique du Congo, vous l'avez compris, se prépare pour les élections l'année prochaine. Plusieurs femmes montent au créneau déjà pour le respect du principe de la parité dans les institutions du pays. Mais un constat, c'est qu'il y a une nette amélioration à ces derniers temps. Contrairement aux autres années, en ce qui concerne la représentativité de la femme, quels sont les éléments qui entrent en jeu pour que la femme congolaise ne retrouve pas sa place dans les institutions? Élément de réponse avec Jean-David Kilolo. En 2023, parmi les réflexions autour du 3e processus électoral en République démocratique du Congo, il y aura notamment l'augmentation de pourcentage des femmes. Les potentielles candidates se préparent à affronter ces épreuves. Certains partis politiques comme Congo Uni aussi se mettent en ordre de bataille. Pour cette fois-ci, évoquer l'importance de la femme dans la société congolaise en indiquant qu'elle est la mieux placée pour le mieux-être et qu'elle est une pièce maîtresse du changement tant souhaité par le peuple congolais. Les politiques sauront-ils garantir une meilleure représentativité des femmes dans le nouveau paysage politique congolais? En RDC comme ailleurs dans le monde, les femmes représentent environ 52% de la population. Pourtant, au niveau institutionnel, elles sont extrêmement minoritaires. La sous-représentativité féminine en politique n'en reste pas moins un problème structurel en République démocratique du Congo. Avec la loi sur la parité de 2015, la révision de la loi électorale en 2017 et l'article 14 de la Constitution congolaise, les contraintes légales sont importantes pour garantir l'égalité des traitements entre hommes et femmes, mais d'autres éléments entrent en compte. Entre autres, les femmes ne connaissent pas leurs droits. Beaucoup ne sont pas informés
des instruments juridiques ou des promotions des femmes qui existent en République démocratique du Congo, des textes ratifiés au niveau national, régional ou international par les autorités congolaises, la faible application des textes juridiques qui prévoient l'égalité entre les sexes, notamment l'article 14 de la Constitution congolaise. La solution à ça est que les hommes congolais et d'ailleurs prennent conscience que les mesures en faveur de la parité ne sont pas seulement des luttes des femmes, mais qu'elles concernent l'ensemble de la société. Un vaste chantier à ciel ouvert au Lualaba, l'équipe de reportage qui est sur terrain pour sa 4e journée s'est retrouvée pratiquement entre plusieurs chantiers et des infrastructures lancées concomitamment par le gouverneur ad interim Marie-Thérèse Masuka Saini qui visiblement s'applique à répondre aux attentes du chef de l'État dans le domaine de la modernisation de cet espace. Jean-Paul Kimon. Ce mardi 4 octobre, nous sommes au 4e jour de la visite de la province du Lualaba. Le ministre des Infrastructures Célestin Machata et son collègue de Travail et Prévoyance sociale, Jules Kabouit, nous présentent un grand projet d'érection d'un immeuble encore à l'étape de fondation. Nous sommes sur le projet de la construction du bâtiment de Derlou. Derlou, c'est la direction des recettes de la province du Lualaba. Ici, c'est l'avenue Gazimou LDK Carrefour, encore en construction. La mairie de connivence avec le gouvernement provincial, tenu par Marie-Thérèse Saini, finance l'exécution de ces travaux. En effet, il y a juste 5 mois que la société Safricas est à l'œuvre. Dans son prolongement, l'avenue LDK forme une bretelle avec Lusanga. C'est dans la commune de Dilala, quartier Biachara. À quelques distances d'ici, les avenues Djougou et de Pin, financées par le gouvernement provincial, sont en plein finissage. Et l'ouvrage est fin prêt, il ne reste que des travaux d'assainissement, c'est-à-dire le drain et le marche-piéton. En effet, au Lualaba, la commission électorale nationale indépendante sera dotée dans quasiment une année d'un nouveau bâtiment, projet initié et matérialisé par la première citoyenne de cette province. La gouverneure nous a dit exprès de faire vite les travaux. Elle a mis tous les moyens pour que ça avance, tant au niveau financier qu'au niveau administratif. Dans la foulée, les écoles du réseau catholique bénéficient aussi de l'appui total du gouvernement Masuka. C'est notamment le collège Saint-Jean 23 dont la clôture est en pleine construction. Et en ce moment, les travaux sont à leur première phase. Juste à côté se trouve l'auditorat militaire. Ce bâtiment connaît également les mêmes types de travaux. Presque partout, on commence généralement par la justice des droits communs. Mais au moins ici, on a commencé par nous. Et des fois, nous sommes aussi enviés par nos collègues de droit commun. Puisque les domaines de l'éducation préoccupent au plus haut point l'autorité provinciale au Lualaba, voici, nous sommes ici dans l'enceinte de l'école Mikuba, construite il y a peu au quartier Moussonoï. C'est pour répondre aux exigences de la gratuité. Voilà que nous avons, l'autorité provinciale a répondu positivement en construisant les 20 salles de classe au profit de l'école Mikuba de Moussonoï. Au regard de tout ce que nous avons visité dans la première partie de notre journée, il va sans dire que la volonté de moderniser cette province du cobalt anime véritablement la gouverneure ad interim, Masuka Saini, qui se montre suffisamment attentive à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le monde célèbre ce 5 octobre la journée de l'enseignant, une organisation de l'UNESCO avec pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif mondial, le leadership des enseignantes et enseignants dans la transformation de l'éducation, c'est le thème retenu cette année. La journée mondiale de l'enseignement, selon l'UNESCO, est une occasion de dresser un bilan des progrès accomplis et de réfléchir aux défis que rencontre la profession enseignante, ainsi qu'à son rôle dans la réalisation des objectifs mondiaux en matière d'éducation. L'UNESCO estime qu'il faut disposer d'un nombre suffisant d'enseignants et des personnels de l'éducation autonomes, motivés et qualifiés au bon endroit et dotés des compétences adéquates pour arriver à transformer l'éducation. Pour l'UNESCO, la perte d'un corps enseignant professionnel pourrait porter un coup fatal à la réalisation de l'objectif de développement durable. Le monde s'est engagé à transformer l'éducation et à lever les principaux obstacles qui empêchent les enseignants
de mener cette transformation. Si nous ne transformons pas leurs conditions de travail, la promesse de cette éducation restera hors de portée de ceux qui en ont le plus besoin. Concernant la République démocratique du Congo, l'UNESCO s'est dit engagé à accompagner les systèmes éducatifs congolais pour l'atteinte des cibles de l'objectif et développement. L'organisme onusien est donc convaincu que la révalorisation de la fonction enseignante est au cœur des préoccupations majeures du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il dit appuyer cette vision à travers plusieurs initiatives, parmi lesquelles la formation continue des inspecteurs et enseignants et productions diverses. Débuté lundi à Kinshasa, les travaux de la pré-COP 27 se clôturent ce mercredi. Les ministres réunis au Palais du Peuple vont adopter une position commune sur les thématiques qui seront discutées au cours de la COP 27 à Sharm el-Sheikh en novembre en Égypte. Pour rappel, plus de 50 ministres de l'Environnement et de l'Énergie se sont réunis à Kinshasa pour préparer les négociations internationales de la COP 27. Le choix de la RDC comme pays solution en dit long. C'est au village Mutumpeke, sur la route de Kasumbalesa, que sera construit 26 bâtiments du centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness. Le ministre national des Affaires sociales et Solidarité nationale, Modeste Mouting, a posé la première pierre ce mardi 4 octobre 2022. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoa Kimimba, a assisté à cet événement. Ce centre recevra plusieurs jeunes enfants récupérés des mines de cobalt pour soit poursuivre les études normales, soit suivre une formation dans différents métiers. Les produits issus de ce centre seront transformés sur le site, vu que des ateliers de transformation y seront installés et équipés en matériel. Dans 14 mois, tous les ouvrages seront opérationnels. Donc nous allons construire 26 bâtiments ici. Les différents intervenants ont apprécié à juste titre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision d'améliorer le social des Congolais en ouvrant ce centre de formation des jeunes en agrobusiness, centre qui mettra fin aux menaces d'embargo sur l'exportation du cobalt congolais suite à la présence aux enfants dans les mines d'extraction. Le bien-être alternatif. Projet Babéa Cobalt qui est mis en œuvre dans les provinces minières de notre pays est une résultante et une preuve éloquente. L'ouverture du centre de formation en agrobusiness amènera le changement socio-économique à la base, a dit le ministre national des Affaires sociales et Solidarité nationale, qui a demandé à l'entrepreneur de respecter son engagement. Pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, la place des enfants n'est pas dans les mines, mais plutôt à l'école et en famille. L'ouvrage a connu la bénédiction ancestrale des autorités traditionnelles du coin. Ce genre de centre sera dupliqué à Kanama, Kasomeno et Kasenga, toujours dans le Haut-Katanga. L'administrateur du territoire de Massimanimba, Jean Bosco Moukoubidia, procédé à l'inauguration de la morgue de l'hôpital général de Massimanimba et une chambre froide qui sont une première dans ce coin, qui ont coûté $103 américains, œuvre du député provincial Donald Sindani. Massimanimba a vécu une ambiance particulière avec d'abord l'inauguration de la morgue de l'hôpital général des références de ces territoires du Kwilu. L'œuvre est du député national et président du parti Acté, Donald Sindani. Un geste salué par l'administrateur du territoire des Massimanimba et les chefs des divisions de santé du Kwilu. Puis, Donald Sindani s'est rendu au quartier HPK où il a fait un don d'une chambre froide au grand soulagement de la population de ce coin. La première, c'est le lancement des activités de la chambre froide dénommée Bana Massimanimba. Cette idée est née du fait que Massimanimba est connu, entre autres, pour ce poisson, les bimbata. Mais on ne sait pas les conserver. C'est comme cela que j'ai estimé qu'il fallait trouver un mécanisme de conservation de ce poisson. Quand les gens décèdent à Massi, à Kikwit,
à Mosango, à Kassai avant, ici, ils ont un peu de moyens, la famille a un peu de moyens, ils vont à Kinshasa. Et nous avons dit, non, nous devons arrêter ceci. Parce que souvent, quand on arrive à Kinshasa, finalement, la famille n'a plus d'argent pour ramener les corps sur la terre des ancêtres. Nous avons dit, on doit mettre fin à cela et nous avons installé une morgue qui va permettre à la population de garder dignement les corps pour se préparer à enterrer avec dignité les êtres chers. Ces travaux ont coûté près de $103 000 américains. Alléluia, de Massimanimba. En dehors de nos frontières, quelques jours après le nouveau coup d'État au Burkina Faso, une mission de la CEDEAO s'est rendue à Ouagadougou mardi. Elle s'est entretenue avec les chefs coutumiers et religieux qui ont assuré d'éviter un affrontement entre les militaires. L'autre rencontre s'est tenue avec le capitaine Ibrahim Traoré sur la suite du processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Suite aux appels à manifester et aux barricades dressées par les manifestants, remontés contre la CEDEAO et la France, les différentes réunions se sont tenues à l'aéroport international de Ouagadougou. C'était l'occasion pour nous d'avoir deux rencontres importantes. Une première rencontre avec les chefs traditionnels et religieux et la principale rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré. Avec les autorités coutumières et religieuses, nous avons eu l'occasion de saluer le rôle extrêmement positif que ces autorités ont joué pour arriver à une sortie de crise. Selon Mahamadou Issoufou, le capitaine Ibrahim Traoré a confirmé la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de juillet 2022. Mais, sur le terrain, ce n'est pas seulement l'État islamique dans le Grand Sahara ou le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et autres affiliés d'Al-Qaïda qui s'intéressent au Burkina. La société de sécurité privée russe Wagner, dont les combattants à la réputation sulfureuse sont qualifiés de mercenaires par des États et des organisations internationales de protection et de défense des droits humains, ne fait aucun mystère de son amour soudain pour le Burkina Faso. Et dans le monde, le président de la Russie a signé ce mercredi la loi d'annexion de 4 régions ukrainiennes et les décrets nommant formellement à leur tête les dirigeants de Moscou qui avaient déjà mis en place ces textes signés par Vladimir Poutine qui stipulent que les régions des Donetsk et Kherson, Lugansk et Zarizhzhia sont acceptées aussi au sein de la Fédération de Russie en conformité avec la constitution de la Fédération de Russie. Et puis les clubs congolais seront sur le podium de la CAF ce week-end en Coupe de la Confédération des 5 pays ira à l'assaut de Saint-Michel alors que Lupopo accordera son hospitalisé à Sagrada Esperança. En Ligue de Champions, V-Club et Mazembe seront respectivement reçus par Kadiogo et Viper. En parlant justement des Moscovites, hier ils ont livré un match amical contre l'AS Cotonou, match soldé sur la note d'un but partout. C'est dans la sérénité que les Moscovites poursuivent leur préparation à Cotonou en prévision du match contre Kadiogo FC du Burkina Faso, match qui se jouera à Cotonou. En terre béninoise depuis samedi, les Dauphins Noirs ont livré leur premier match de fixation hier contre l'AS Cotonou, match soldé sur le score d'un but partout. Et c'est Tadi Agiti Tekiama qui a égalisé pour V-Club. En Coupe de la Confédération, le FC Santelon Lupopo effectue les derniers réglages avant d'affronter samedi Sagrada Esperança au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les cheminots, qui vont évoluer loin de leur fief, appellent à un soutien massif des Congolais pour renverser le club angolais à Kinshasa. Ça va bien vraiment parce que c'est bien important ce match à samedi. Le moral est au zénith et l'ambiance conviviale. Ambiance dès le début de jeux acquis dans le bon. Depuis le début des préparatifs, en passant par le stage au Maroc jusqu'à ce jour,
Le groupe travaille et vit dans une ambiance extraordinaire. De son côté, le Daring Club Motema Pembe sera reçu par Saint-Michel des Seychelles au Stade national sport de l'île Maurice. Ce match se jouera sous les coups de 13h, heure de Kinshasa. Et une note de culture dans ce journal, si d'aucuns parlent de 46 ans de carrière, l'artiste joint au téléphone ne se reconnaît pas pour autant professionnel durant ses débuts. Antoine Agbepa Mumba dit Koffi Olomide, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a attiré l'attention de la rédaction de Télé 50 qui revient ici sur son parcours entre forces et faiblesses. Antoine Christophe Agbepa Mumba, dit Koffi Olomide, connaît un début de notoriété en 1977 avec le titre Sinza, chanté en trio avec Papa Wemba et King Kester et Menia. Même s'il ne se considère pas encore comme musicien de profession, Koffi Olomide enchaîne des collaborations en tant que parolier et écrivain. En 1986, il crée et dirige l'orchestre Quartier Latin International qui l'accompagnera sur scène et sur la réalisation de ses albums à partir de 1992. Sa carrière connaît un second départ à partir de 90 en signant chez Sonodisc avec qui il enchaînera des succès et connaîtra son apogée. Considéré comme une légende de la musique congolaise et africaine, avec une carrière couvrant près de 5 décennies, il est le premier artiste noir africain à jouer et à remplir la mythique salle Bercy. Le seul artiste congolais à être cité dans les 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Son travail lui vaudra 7 Cora Awards, dont 4 durant l'édition de 2002, grâce à son album Efrakata, ce qui lui vaudra le titre de Quadracoraman. Avec des titres tels que Ngobila, Enrique, Magie, Wake Up en duo avec Papa Wemba, les albums Ultimatum, Loi, Droit de Veto, Attentat, Monde Arabe, Danger des Morts, Abracadabra, Affaire d'État et tant d'autres, Koffi Olomide aura au total enregistré 28 albums studio, dont 7 signés avec le Quartier Latin, 1 en collaboration avec Papa Wemba et 18 albums live pour un total de plus de 300 chansons. Il lance son propre label, Koffi Central, en 2013 et publie en octobre 2015 un quadruple album de 40 chansons. 13e apôtre qu'il déclare être le dernier album de sa carrière avant de revenir un peu plus tard avec Niatakans et Légende. Non sans peine, le succès attirant souvent jalousie et calomnie, Koffi Olomide l'apprend à ses dépens. Entre accusations en justice et parfois quelques interpellations, l'artiste infatigable en sort toujours tête haute. Légende, il l'est, de la rumba congolaise et vient d'être aligné comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, il a obtenu un passeport diplomatique auprès du président de la République, Félix Tshisekedi, avec pour mission de représenter la culture congolaise à l'étranger. Et on va prendre le rappel des principaux titres. Conflit Tekeyaka, les autorités traditionnelles de 2 tribus ont pris l'engagement de vivre ensemble à l'issue des concertations intercommunautaires initiées par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselon. À la centrale électorale, il n'est pas question de transiger sur l'enrôlement et l'identification des Congolais. 5 pays serviront des nations test pour les opérations électorales de 2023. Et leadership des enseignantes et enseignants dans la transformation de l'éducation, c'est les thèmes retenus cette année pour la célébration de la journée mondiale des enseignants. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres de ce mercredi, c'est avec Christian Kalonji, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, on va commencer avec le secteur de l'environnement où John Kerry demande à la RDC de se prononcer, de renoncer à certains blocs pétroliers.
Effectivement, Arlette Boutella, il faut dire que la polémique est loin d'être terminée puisque depuis que la RDC avait fait l'annonce sur l'exploitation de ces blocs pétroliers et gaziers, les dénonciations fusent de partout. Eh bien, l'envoyé spécial américain John Kerry l'a déclaré mardi à Kinshasa en marge d'une réunion sur le climat. Washington demande donc à la République démocratique du Congo de renoncer à la mise aux enchères des blocs pétroliers situés dans des zones sensibles pour protéger la forêt. Pointe actualité.cd. Pour l'ancien secrétaire d'État américain, il est possible de créer des emplois et le développement économique sans mettre en danger des zones sensibles du point de vue de l'environnement, telles que les tourbières, poursuit justement ce média en ligne, Arlette Boutella. À en croire lefigaro.fr qui revient également sur ce sujet. Le diplomate américain a insisté sur le fait qu'il faille équilibrer les choses pour ne pas mettre en difficulté toute l'humanité. Quelques 30 milliards de tonnes de carbone sont stockées dans l'ensemble du bassin du Congo, l'équivalent de 3 ans d'émissions globales selon justement une étude scientifique publiée en 2016, rapporte mediacongo.net. Le gouvernement de la République, Arlette Boutella, a assuré que des normes environnementales strictes seraient appliquées pour l'exploitation pétrolière dans un pays qui a besoin des revenus du pétrole pour justement lutter contre la pauvreté de la population. John Kerry qui a été voir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo hier soir, selon opinioninfo.cd, a rassuré à ce dernier de l'intérêt pour les États-Unis à privilégier la protection de l'écosystème du bassin du Congo. Arlette, les organisations de défense de l'environnement pensent que l'exploitation pétrolière dans les forêts et tourbières du bassin du Congo a risque donc de libérer des grandes quantités de carbone. Mais une question mérite d'être posée. Les Congolais n'ont-ils pas le droit d'exploiter ce qui leur appartient? Eh bien, la question mérite bien d'être posée. Et oui, l'autre question, c'est également, est-ce que les Congolais n'ont pas le droit également de protéger tout le monde entier en ce qui concerne l'environnement avec les tourbières, mais aussi, parlons des aires protégées. La question reste également posée. Alors, on va partir dans le monde avec ce prix Nobel de chimie 2022, qui couronne deux Américains et un Danois. Évidemment, Arlette Boutella, l'annonce a été faite aujourd'hui par le jury, en croire le journal Le Soir. Le Danois Morten Meldal, l'Américain justement Caroline, et son compatriote justement Berry sont récompensés pour les développements de la chimie clique et de la chimie bio-orthogonale. Berry, 81 ans, est seulement la 5e personne à décrocher 2 fois un prix Nobel. Il avait déjà remporté le prix de chimie en 2001 pour ses découvertes sur la technique des catalyses asymétriques. Selon RTBE, le chercheur américain basé en Californie et le Danois de 58 ans, Morten Meldal de l'université de Copenhague, sont sacrés pour leurs travaux pionniers en matière de chimie clique, une nouvelle forme de combinaison de molécules. Arlette, celle-ci est notamment utilisée pour développer des traitements pharmaceutiques, cartographier l'ADN ou créer des nouveaux matériaux. Christian Kalochi, merci pour cette sélection. Je vous en prie. Et mes téléspectateurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité à Télé 50. À très bientôt. L'actualité reste continue.